La théorie de l'évolution est présentée comme étant la vérité, prouvée, indéniable et indiscutable aujourd'hui. Tout le monde y croit et considère que c'est vrai. Mais vous êtes-vous déjà demandé si ça l'était vraiment ? Avez-vous déjà cherché à vérifier par vous-même si c'était bien vrai ? Pensez-vous réellement qu'il soit possible qu'un chien se transforme en baleine à bosse ou qu'un atome d'hydrogène se transforme en être humain ? Tout le monde sait que ce n'est pas possible. Pourtant, c'est ce que nous croyons tous, un peu mollement, sans trop se poser de questions, en faisant confiance au consensus et aux millions d'années. Mais posons-nous la question. Est-ce bien raisonnable de penser que nous, les êtres humains et les animaux tels que nous les voyons, serions en fait des brouillons en phase d'évolution ? Si c'était le cas, nous devrions voir des animaux qui ont commencé une transition depuis plus ou moins longtemps, par exemple des lézards avec des becs en cours de construction, ou des êtres humains avec des débuts d'ailes dans le dos, ou encore des poissons qui auraient des ébauches de poumons, des oiseaux avec des nouveaux systèmes digestifs pas encore fonctionnels qui ne mèneraient nulle part et qui leur feraient vomir leurs excréments parce que l'anus ne serait pas encore terminé, des méduses avec des débuts de cerveau et des yeux pas finis qui commencent à pousser, des vers de terre avec des pattes qui commencent à pousser, etc. Nous devrions aussi constater des comportements étrangers et nouveaux chez les espèces que nous connaissons depuis très longtemps, comme par exemple des chèvres qui commencent à aller vivre un peu dans l'eau, des dauphins qui s'envolent, ou des vers de terre qui essayent de se mettre debout, ou encore des mammifères qu'on connaît vivipares se mettre à pondre des œufs, ou du moins on devrait retrouver dans les fossiles un très grand nombre de ces espèces atrophiées, brouillons, en transition. Puisque l'évolution aurait pris des millions d'années, il devrait y avoir des milliards de générations d'animaux en phase d'évolution, donc de brouillons. Mais ce n'est pas le cas. Tout ce que nous voyons au quotidien et dans les fossiles, ce sont des espèces finies et parfaites. Nous avons trouvé des milliers de fossiles. Les évolutionnistes affirment qu'ils prouvent l'évolution. Mais c'est faux. Rien ne leur permet d'affirmer que ces fossiles qu'ils assemblent pour en faire des chaînes d'évolution sont reliés entre eux par un lien de parenté. Ensuite, est-ce bien raisonnable de penser que des millions d'années seraient capables de création, d'intelligence, d'ordre, d'ingéniosité, de beauté ? Le temps n'est pas une entité intelligente, ni créatrice. Pour créer de nouveaux organes, de nouvelles fonctions respiratoires, de nouvelles facultés, de nouveaux instincts, de nouveaux systèmes digestifs, il faut des plans, de l'intelligence et le pouvoir de construire. Et il faut une intelligence et un pouvoir infini, car le vivant est d'une perfection inouïe et infiniment complexe. Le temps est un concept sur lequel l'homme a mis un mot, mais il n'a aucune consistance. Le temps n'a pas de cerveau, pas d'imagination, pas de capacité. Le temps ne sait pas résoudre un problème. Si vous comptez sur le temps pour soigner votre chien qui s'est cassé une dent, vous pouvez toujours attendre. Le temps ne la soignera pas, parce que le temps n'est capable de rien. C'est même le contraire, avec le temps vient la vieillesse, le chaos et la mort. C'est un fait que l'on constate tous les jours sur la Terre. Plus le temps passe, plus les organismes vivants s'affaiblissent, s'affaissent, se dégradent et se désorganisent. Croire donc que le temps, surtout un temps aussi long, peut engendrer de plus en plus d'ordre et de créativité, et croire que le temps aurait le pouvoir de créer et de transformer du vivant, ce n'est pas scientifique, c'est absurde. Alors si ce n'est pas le temps, qu'est-ce qui serait responsable de l'évolution des espèces ? Les animaux eux-mêmes ? Une entité à part entière, comme une sorte de déesse de l'évolution ? Rien de tout ça. Il n'existe pas d'évolution des espèces, il existe seulement des adaptations limitées du vivant à l'environnement, qui sont prévues dans l'ADN des espèces, comme par exemple le bronzage chez l'homme. L'adaptation de la peau humaine au soleil est inscrite dans notre ADN, mais il n'est pas inscrit dans notre ADN qu'une corne ou qu'une aile puisse nous pousser sur la tête ou dans le dos. Les organismes vivants peuvent subir des changements internes ou externes pour s'adapter à un environnement type. Ça, nous pouvons le constater même au cours d'une seule vie. Par exemple, avec l'homme qui bronze au soleil, avec le système digestif qui s'adapte à une nouvelle alimentation, avec le système immunitaire qui s'accoutume à un médicament ou qui se renforce pour lutter contre un virus. Mais l'homme reste un homme. Pour les micro-organismes comme les bactéries, nous constatons dans de nombreuses expériences qu'elles sont capables d'adaptations extraordinaires en devenant plus résistantes aux antibiotiques, mais elles restent des bactéries. Les animaux aussi peuvent changer au cours d'une seule vie. Par exemple,
Le lézard est capable de se défaire de sa queue pour échapper à un prédateur. Idem pour l'araignée, avec une patte. Les pelages des mammifères s'épaississent en hiver et s'allègent en été, et sur le long terme on peut constater l'adaptation comportementale des perruches vertes par exemple, qui vivent désormais à l'état sauvage en Île-de-France alors qu'elles vivaient auparavant en captivité. Elles ont retrouvé leurs instincts de chasse et leur vie à l'état sauvage, mais elles restent des perruches. On peut aussi constater que les araignées et les moustiques sont beaucoup plus gros en Australie à cause de la flore et des conditions météorologiques, mais il reste des moustiques et des araignées. Nous constatons que les virus mutent, mais il reste des virus. Les évolutionnistes se basent sur ces adaptations pour prouver l'évolution des espèces. Par exemple, en 1971, une équipe de scientifiques évolutionnistes a lâché des lézards sur l'île de Podmercaru. Et 30 ans plus tard, en revenant sur l'île, ils se sont aperçus qu'ils avaient changé, que leurs mâchoires étaient plus grosses, qu'ils avaient changé d'alimentation, et que leur système digestif s'était bien adapté à cela, et qu'ils étaient plus gros maintenant. Pour eux, ça prouvait l'évolution. Seulement voilà, ces lézards sont restés des lézards. Tous ces changements ne sortent jamais du cadre prévu par l'ADN et ne franchissent pas la barrière de l'espèce. Les évolutionnistes diront qu'en attendant 10 millions d'années de plus, ces lézards deviendraient peut-être des poissons. Mais cette transformation n'existe que dans leur tête. Une telle chose n'a jamais été constatée, et rien ne nous permet de dire qu'elle a déjà eu lieu. Ils diront qu'ils le constatent dans les fossiles. C'est faux. Ce qu'ils constatent dans les fossiles, c'est que certaines espèces ont l'air de se ressembler. C'est tout ce qu'ils constatent. Idem avec l'ADN. Ils ne font que constater des ressemblances génétiques entre les espèces. Mais cela ne prouve en rien l'évolution. Ça prouve juste que toutes les espèces ont des similitudes génétiques et que certaines espèces en ont plus que d'autres. Les évolutionnistes trouvent que des fossiles se ressemblent. Ils font des thèses très compliquées pour les apparenter. Le consensus l'accepte et vous devez y croire. L'adaptation du vivant existe bien, mais il y a une limite à ces adaptations et la limite c'est le cadre de l'espèce. Penser que l'espèce ours peut devenir l'espèce baleine ou qu'un tyrannosaure rex peut devenir un moineau, ça c'est absurde. Et ça n'a jamais été observé. Il y a un cadre à l'espèce et il est infranchissable. Les évolutionnistes me donneront certainement l'exemple du ligre ou du gros lard pour me contredire, qui sont des résultats de croisements faits par l'homme dans des zoos entre lion et tigre et entre ours et grizzly. Mais ces espèces hybrides sont non seulement artificiellement créées par l'homme, cela ne serait jamais arrivé dans la nature et la plupart ne sont pas aptes à survivre à l'état sauvage. Mais en plus, ces hybrides sont pratiquement tous stériles et ne peuvent pas se reproduire. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant de nouvelles espèces, car pour qu'une espèce soit considérée comme telle, il faut qu'elle puisse engendrer une descendance stable, ce qui n'est pas le cas des hybrides. On peut créer sans problème de nouvelles races, mais ce n'est pas de l'évolution, seulement du croisement, du métissage. C'est un phénomène courant qui montre justement que la limite de l'espèce est infranchissable parce que les chats resteront toujours des chats, même si on les croisait à l'infini. Ceux qui croient en la théorie de l'évolution diront alors pour vous convaincre de leur théorie qu'on peut dater les strates et les fossiles qui s'y trouvent pour prouver l'évolution, puisqu'on retrouve des espèces dans certaines strates plus enfouies et d'autres dans des strates plus proches de la surface qu'on ne retrouve pas dans les strates plus enfouies. Encore une fois, cela ne prouve en rien l'évolution, cela prouve juste que les animaux n'ont pas été fossilisés ensemble, pas au même endroit ou pas au même moment. Mais ces observations de fossiles dans des strates différentes ne permettent pas d'apparenter des espèces d'animaux. Aucun lien de parenté entre les fossiles ne peut être établi à travers les strates. Je vais dans cette vidéo vous exposer les caractéristiques très spéciales de plusieurs espèces d'animaux dont la fonction et la complexité ne trouvent aucune explication dans la théorie de l'évolution. Les caractéristiques des animaux que je vais vous présenter sont si parfaites qu'il est impossible de croire sincèrement qu'elles se sont auto-créées spontanément par hasard à partir de rien sur un temps très long. La théorie de l'évolution est communément acceptée parce qu'on nous présente seulement des aspects superficiels du vivant. En général, dans les documentaires animaliers, on vous parle exclusivement de la prédation, de la chasse et de la survie, comme si les animaux n'étaient que des ventres sur pattes ou de la chair à saucisse. Mais si on se penche sur les détails de leur composition, sur l'infinie complexité,
l'infiniment petit de leur composition anatomique, sur leurs aptitudes exceptionnelles et leurs instincts inexplicables, on réalise que la croyance en la théorie de l'évolution des espèces est complètement archaïque et dépassée. Il ne faut pas rester cantonné à de vieilles croyances parce qu'on aurait toujours pensé comme ça. La science doit se remettre en question à chaque nouvelle découverte, et les découvertes modernes sur l'infiniment petit et l'infiniment complexe nous prouvent que nos vieilles théories qui ignoraient tout des détails biologiques du vivant sont dépassées maintenant. Et il est justement temps d'évoluer. Commençons tout de suite avec les mammifères marins. La thermorégulation. L'eau est un élément qui conduit la chaleur 25 fois plus vite que l'air. C'est pour ça que nous ressentons la chaleur ou la fraîcheur de manière beaucoup plus forte dans l'eau. Pour un mammifère, maintenir une température corporelle à environ 37 degrés dans l'eau représente un grand défi. Les baleines à bosse migrent de l'Antarctique, où l'eau peut atteindre moins 2 degrés, aux eaux chaudes tropicales, qui peuvent atteindre 28 degrés. Les baleines disposent d'une couche de graisse qu'on appelle un manteau, dont l'épaisseur varie en fonction de l'espèce, de l'âge, ainsi que des périodes d'alimentation et de reproduction. Ce manteau est utilisé comme réserve de graisse, notamment pendant les périodes de grand jeûne, qu'elles entament au cours de leur migration en Polynésie au mois de juillet pour mettre bas et s'occuper de leurs baleineaux pendant environ 4 mois, pour repartir ensuite vers l'Antarctique. Les baleines à bosse adultes auront perdu 1/3 de leur poids à la fin de cette période, et c'est seulement après une odyssée de près de 12 000 km qu'elles rompront enfin le jeûne en ingurgitant d'incroyables quantités de krill qui leur permettront de reconstituer leur précieuse masse graisseuse. Tous ces trajets, ce calendrier précis, ce calcul précis de tonnes de graisse à emmagasiner avant le voyage, sans tomber malade, pour un si long voyage, pour un si long jeûne, un gavage aussi intense à l'arrivée en Antarctique et des différences de température aussi extrêmes n'auraient pas été supportables par une ébauche de baleine pas encore finie, car elle n'aurait pas pu encaisser une telle violence sans les facultés musculaires, digestives et isolantes qu'elle possède aujourd'hui. Ces grandes migrations exposent donc les baleines à d'énormes changements de température. Lorsqu'ils évoluent dans les eaux plus chaudes ou qu'ils sont actifs, lorsqu'ils chassent ou se reproduisent par exemple, les mammifères marins ont besoin d'évacuer du surplus de chaleur. Ne possédant pas de glandes sudoripares, qui sont les glandes qui permettent la transpiration, ils ne peuvent pas transpirer pour réguler leur température corporelle. Mais ils sont dotés d'un autre système très ingénieux pour leur permettre d'évacuer l'excès de chaleur en contournant le manteau de graisse qui maintient leur chaleur corporelle. Certaines parties de leur corps ne sont pas isolées par ce manteau graisseux. Il s'agit des nageoires pectorales, dorsales et caudales, qui ont une peau relativement fine et bourrée de vaisseaux sanguins de toutes sortes. On les appelle les fenêtres thermiques. Si les baleines ont trop chaud, leurs nageoires peuvent, par vasodilatation, dissiper la chaleur de leur corps quand la température centrale augmente. Elles peuvent aussi les sortir de l'eau pour que l'air les rafraîchisse. Toutefois, perdre trop de chaleur pourrait entraîner un choc thermique au niveau du cœur et les tuer. Il était donc indispensable que les baleines soient dotées d'un système de thermorégulation supplémentaire. Les mammifères marins régulent donc leur température corporelle grâce à un système appelé échange thermique à contre-courant, ou bien réseau admirable. Les fenêtres thermiques que sont leurs nageoires sont dotées d'un système d'échange de chaleur à contre-courant qui leur permet d'équilibrer leur température corporelle. Très proches les unes des autres, les artères et les veines de ces tissus circulent dans des directions opposées et cette proximité permet le transfert de chaleur à l'intérieur du corps. Le sang chaud qui quitte le cœur est envoyé vers les fenêtres thermiques que sont les nageoires où le sang y a été refroidi. Puis le sang retourne au cœur en ayant été réchauffé par les très nombreuses veines qui transportent du sang chaud depuis le cœur dans le sens opposé. Ainsi, le cœur peut pomper en permanence du sang chaud et la température corporelle n'est jamais trop chaude ni trop froide. L'échange de chaleur à contre-courant régule également les pertes de chaleur trop grandes dans les fenêtres thermiques. Donc, pour ceux qui se demandent si les baleines ont froid dans l'eau, non, elles n'ont jamais froid car elles ont été conçues pour être bien dans leur environnement naturel. Alors pensez-vous vraiment que ce système de thermorégulation aurait pu apparaître par le fruit du hasard? Que les pachycétus, qui sont censés être les ancêtres des baleines, aient pu se le fabriquer eux-mêmes à force de faire des virées de plus en plus longues dans l'eau de génération en génération?
ou que les baleines l'auraient fabriqué elles-mêmes une fois que l'évolution leur aurait conçu leur forme actuelle. Les évolutionnistes ont-ils seulement une théorie sur le processus de construction de ce système qui se serait auto-créé ? Non, ils n'en ont pas, puisqu'un système aussi complexe et précis, sans lequel aucune baleine ne survivrait, a été évidemment conçu intelligemment. Et c'est sans parler de la transformation des dents en fanons, des pattes en nageoires, de l'entièreté de la peau, de l'entièreté du système digestif, d'un changement titanesque de taille du corps et des organes, d'un changement radical de méthode de sommeil, de la création totale d'un système de dépressurisation, d'un système de communication par sonar, sans parler de tout ce qui constitue l'infiniment petit. Les évolutionnistes se contentent de dire « les baleines ont évolué », mais ils sont bien incapables de donner la moindre explication scientifique à ces phénomènes biologiquement impossibles, ce qui est normal puisqu'il n'a pas eu lieu. La nourriture. Les baleines à fanons, qu'on appelle les mysticètes, se nourrissent de petites proies comme du plancton, du krill et des copépodes ou de petits poissons, et la taille de leur œsophage y est adaptée. Même si celle-ci peut manger jusqu'à environ 10 tonnes de petits crustacés par jour, l'œsophage d'un rorqual bleu ne mesure pas plus de 25 cm. La taille de l'œsophage varie entre 15 et 25 cm exactement. Ainsi, il ne peut pas manger quelque chose de plus gros qu'un ballon de plage. Mais si ça arrivait que quelque chose de plus gros bloque l'entrée de l'œsophage, la baleine ne s'étoufferait pas, car contrairement à nous, leur œsophage et leur trachée ne sont pas reliés. Ce qui est très pratique lorsque l'on vit sous l'eau, sinon les baleines passeraient leur temps à boire la tasse et à se noyer. Voilà un bel exemple de fossiles brouillons, ou de chaînons manquants que l'on devrait trouver partout, des fossiles de baleines qui ont la trachée et l'œsophage reliés, comme tous les autres mammifères terrestres desquels elles seraient les descendantes. Selon le scénario de l'évolution, des millions de baleines à l'état de brouillon ont dû mourir bêtement de cette manière en buvant la tasse. Mais jamais un tel fossile n'a été trouvé puisque cela n'a jamais existé. Les baleines se nourrissent de petites proies, et si elles venaient à disparaître des océans, les baleines s'éteindraient. Mais ne se mettraient pas à manger de plus gros poissons, car étant donné qu'elles sont énormes et qu'elles doivent ingurgiter des quantités immenses de nourriture pour s'engraisser, des trop gros poissons ne passeraient pas dans leur œsophage d'une vingtaine de centimètres. Les évolutionnistes diraient qu'en attendant quelques milliers d'années, les œsophages des baleines grandiraient peu à peu pour laisser passer une nouvelle nourriture plus grosse. Sauf que si la population des crustacés et des petits poissons en mer venait à trop diminuer, les baleines ne pourraient plus se nourrir assez pour entretenir leur manteau graisseux qui les isole du froid, et elles mourraient de faim et de froid en seulement quelques mois. Pour que l'évolution fonctionne, il faudrait non pas qu'elle soit étendue sur des temps extrêmement longs, mais qu'elle soit immédiate et qu'elle puisse transformer ou créer de nouveaux organes en seulement 1 ou 2 générations, ce qui n'a jamais été observé. La communication. Les baleines sont très sociales et sont dotées d'un appareil de communication très sophistiqué qui leur permettent de communiquer entre elles à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Elles peuvent localiser de grands bancs de proies sous l'eau grâce aux ondes sonores, ainsi que leurs congénères avec qui elles peuvent communiquer de façon élaborée. Elles peuvent aussi analyser leur environnement grâce à cela. C'est d'ailleurs en s'inspirant de ce grand don que les premiers sonars ont été conçus. La fourchette de son produit par les cétacés s'étend entre 5 et 200 000 Hz, surpassant largement les capacités auditives de l'humain. La fréquence utilisée varie en fonction de l'espèce et de l'activité. Les rorquals bleus, par exemple, peuvent produire des sons omnidirectionnels de très basse fréquence, inaudibles par oreille humaine. Et ces sons peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Les baleines vivent à une autre échelle que la nôtre. Pour un observateur en avion, 2 rorquals communs observés à quelques kilomètres l'un de l'autre lui apparaissent naturellement comme 2 individus isolés. En réalité, ces 2 rorquals voyagent peut-être ensemble de façon bien coordonnée, tout en échangeant des informations sur la présence de nourriture ou de bateaux. Est-ce que vous trouveriez cohérent et vraisemblable qu'on vous dise que nos radios, nos téléphones, Internet et tous nos moyens variés de communication se soient auto-créés en évoluant tout seuls avec le temps? Alors pourquoi accepteriez-vous de croire que c'est le cas pour les baleines? Avez-vous déjà regardé comment fonctionnaient les radios, les ondes et les sonars? Réalisez-vous la complexité de ces appareils et de leur fonctionnement?
Alors comment penser sérieusement qu'un système si complexe, si élaboré et si pratique puisse émaner du hasard, du néant ou de la baleine elle-même? La grande majorité de ces sons est produite dans le conduit nasal, sous les vents. L'air qui entre dans ce conduit provoque le mouvement d'épaisses membranes, les lèvres phoniques, faisant ainsi vibrer les tissus autour, créant ainsi le son. La vibration traverse ensuite le crâne, jusqu'au melon, une caisse de résonance graisseuse sur le devant de la tête qui forme et oriente le faisceau sonore dans l'eau, alors que l'air qui a passé les lèvres phoniques est expulsé à l'extérieur par les vents ou renvoyé à l'appareil nasal pour être recyclé afin d'émettre un nouveau son. Et toutes ces vibrations sont contrôlées avec précision par l'animal. Si la théorie de l'évolution est vraie, pour quelles raisons les cétacés auraient été dotés d'un sens aussi élaboré mais pas les autres espèces? Tous les animaux auraient besoin de telles capacités de communication. L'évolution pourrait-elle faire des choix arbitraires en donnant à l'un mais pas à l'autre? Les cachalots. La pression sous l'eau. Les cachalots font des plongées très profondes en avançant de 170 mètres par minute et réalisent des apnées qui peuvent dépasser les 2 heures à plus de 3000 mètres de profondeur. Pour avoir une bonne réserve d'oxygène, les cachalots possèdent à la fois un sang très riche en globules rouges qui servent à transporter l'oxygène et possèdent en plus une concentration élevée en myoglobine, ce qui leur permet de retenir leur respiration plus longtemps. Les muscles des mammifères marins comme ceux des cachalots peuvent contenir jusqu'à près de 6 grammes de myoglobine pour 100 grammes de muscles, c'est-à-dire 10 fois plus que chez l'homme. La myoglobine est une protéine qui, présente en trop grande quantité, pourrait s'agglutiner et ainsi perdre toutes ses propriétés. Mais chez le cachalot, elle possède une charge électrique positive à sa surface, ce qui l'empêche de s'agglutiner, exactement comme 2 aimants qui possèdent une même charge et vont se repousser. Cette répulsion électrostatique permet à la myoglobine de garder toutes ses propriétés de transport et de mise en réserve de l'oxygène dans les muscles et dans le cœur, ce qui permet aux mammifères marins d'avoir à leur disposition une sorte de réservoir à oxygène pour leur plonger en apnée. Les évolutionnistes diront sûrement que le taux de myoglobine a dû augmenter peu à peu au cours de l'évolution du Pachycétus vers la baleine. Cependant, chez un mammifère terrestre, un taux de myoglobine élevé est très mauvais signe. En général, c'est un signe avant-coureur d'infarctus du myocarde. C'est donc une fois la transition complètement accomplie vers le mammifère marin que le taux de myoglobine doit augmenter, et cela très rapidement, sinon le cétacé n'a pas la composition sanguine adaptée à son mode de vie. Mais comme l'évolution prendrait des millions d'années, des millions de baleines auraient dû mourir en apnée, faute de système sanguin adapté. Les évolutionnistes diront que cela a dû se faire très lentement sur des millions d'années pour que la transition se passe bien, qu'au début les Pachycétus devaient plonger peu profond, qu'ils n'avaient donc pas besoin d'un taux de myoglobine élevé, mais cette explication ne serait encore une fois qu'une hypothèse sans preuve. Revenons au cachalot. Pour conserver les fonctions vitales du cachalot en plongée, le sang alimente préférablement des organes vitaux, alors que les autres fonctions comme la digestion sont ralenties. Les cachalots vont également adapter leur comportement pour dépenser le moins d'énergie possible en plus de diminuer leur température corporelle. Quand un cachalot de 20 mètres plonge, il subit une augmentation de pression environ tous les 3,50 mètres sur son corps. Donc, si il mesure 20 mètres de long, il pourrait avoir 2, 3, 4 ou 5 niveaux de pression différentes sur les différentes parties de son corps. Si l'animal n'est pas encore fini et qu'il n'a pas encore les facultés étonnantes dont je vais vous parler, il éclate. Tout d'abord, leurs oreilles sont adaptées pour encaisser de grandes pressions, au même titre que leurs poumons. Ceux-ci sont proportionnellement plus petits que ceux d'un humain. En plus de cela, les cachalots ont une cage thoracique peu calcifiée et cartilagineuse, ce qui leur assure une grande flexibilité. Quand ils plongent en profondeur, leur thorax s'écrase sous l'effet de la pression. Les poumons se compriment et expulsent presque tout l'air qu'ils contiennent. Le peu d'air restant dans les sacs alvéolaires est poussé dans les bronchioles, puis les sacs alvéolaires s'affaissent à leur tour. Les bronchioles cartilagineuses rendent tout échange gazeux avec le corps impossible. Ce peu d'air est ainsi stocké dans les bronchioles jusqu'à ce que la baleine remonte en surface. Cette remarquable fonction évite que l'azote contenu dans l'air pénètre dans le sang, puis dans les tissus du corps où il pourrait créer des bulles gazeuses au moment de la remontée.
C'est ce problème de bulles d'azote qui pénètrent dans le sang et dans le corps qui provoque des accidents de décomposition chez les humains et qui cause parfois des dommages irréparables, voire mortels. Les yeux des cachalots sont protégés par la présence d'une cornée plus épaisse, ainsi que des vaisseaux sanguins et des muscles oculaires importants. Le cachalot dispose également d'un organe qui lui sert à modifier la densité de sa tête, le spermacétie. Le spermacétie est un liquide qui se solidifie avec le refroidissement de la température de l'eau lors de la descente dans les profondeurs, et qui redevient liquide lorsque l'eau est plus chaude à la surface. Le spermacétie peut changer de densité et permettre à la tête du cachalot de garder sa forme, peu importe la profondeur à laquelle il se trouve. Il lui sert également de stabilisateur. Une fois remonté à la surface, ce spermacétie, revenu à l'état liquide, lui sert de flotteur. Les cachalots sont construits de telle sorte qu'ils peuvent avoir différents niveaux de pression exercés sur leur vaisseau sanguin sans éclater, car ils peuvent boucher certaines parties de leur système circulatoire et ainsi contrôler leur pression sanguine. Si par exemple ils ont besoin d'un peu plus de pression intérieure à tel ou tel endroit, en plongeant à pic, ils peuvent diriger cette pression et l'équilibrer à travers leur grand corps durant leur plongée. Et quand ils sont en train de se nourrir dans les profondeurs, ils peuvent contrôler l'afflux de sang en fermant hermétiquement tout leur corps, à l'exception de la queue, du cerveau et du cœur. Ce système de régulation de la pression sanguine n'est pas apparu par hasard. C'est un système très complexe et élaboré qui doit être réglé à la lettre pour fonctionner, sinon l'espèce ne survit pas, puisque le cachalot respire à la surface et se nourrit dans les profondeurs. Les cachalots, comme les baleines et les autres cétacés, ont été conçus de telle sorte que lorsqu'ils respirent par leur trou de soufflage, qu'on appelle les vents, il n'y a aucune connexion avec leur bouche, ce qui leur permet de ne pas se noyer. Pourtant, il y a une connexion chez les mammifères. Leur nez et leur bouche sont connectés. Si on boit la tasse par la bouche, l'eau s'infiltrera aussi dans le nez. Les baleines, elles, peuvent ouvrir la bouche, parfois sous une grosse masse de pression dans les profondeurs, et la remplir, pour manger en continuant de vivre, car leur bouche et leur évent ne sont pas connectés. Un système respiratoire avec la bouche et le nez connectés n'aurait jamais pu évoluer en un système respiratoire déconnecté, même et surtout en des millions d'années. Pour que l'animal soit viable et puisse survivre dans son milieu, soit il a un système bouche-nez connecté qui permet de respirer correctement dans l'air, soit il a un système déconnecté qui lui permet de vivre en apnée sous l'eau. Un mammifère terrestre doit avoir un système respiratoire connecté, sinon il meurt d'étouffement. Un mammifère marin doit avoir un système respiratoire déconnecté, sinon il meurt noyé. Un système partiellement déconnecté n'est pas viable ni pour celui qui vit dans l'air, ni pour celui qui vit sous l'eau. Un système respiratoire partiellement déconnecté est un système défaillant qui ne permet pas à l'espèce de survivre dans son milieu. Nous sommes donc ici face à une impossibilité de l'évolution. Et de toute façon, il n'existe aucune preuve que les mammifères terrestres auraient migré dans l'océan et qu'ils se seraient transformés en baleines, en marsouins, en dauphins et en toutes ces espèces sous-marines. Ce n'est qu'une hypothèse qui repose sur l'imagination des évolutionnistes. L'explication la plus raisonnable est que les mammifères marins aient été créés comme ça. La barge rousse. Voici le plus grand navigateur du monde. La barge rousse est un petit oiseau migrateur de 200 grammes, de la taille d'une colombe et qui détient de multiples records de distance de vol sans arrêt. Elle vit dans le grand nord arctique, en Alaska ou en Sibérie, où elle y pond ses œufs, et une fois ses poussins grandis, elle les laisse sur place et se lance dans une migration herculéenne vers Hawaï ou la Nouvelle-Zélande pour passer l'hiver. Quand cet oiseau quitte l'Alaska, il s'envole pour parcourir plus de 13 000 km sans s'arrêter. Alors, pour se préparer à ce long voyage, la barge rousse commence par manger en grande quantité pendant 1 mois, pour gagner 50% de son poids et passer à 300 grammes. Durant ce long périple, ses réserves de graisse vont s'épuiser, et l'oiseau va même consommer une partie des tissus de certains de ses organes internes, perdant ainsi la moitié de son poids. Cet oiseau peut aussi modifier radicalement son corps et son métabolisme. Tenez-vous bien, il peut agrandir son cœur et ses muscles thoraciques en plein vol pour fournir plus d'énergie et d'oxygène à ces zones. Les barges rousses ont également la particularité de dépenser très peu d'énergie comparé à d'autres migrateurs. Ils brûlent à peine 0,41% de leur masse corporelle durant chaque heure de vol.
contre des estimations entre 0,6 et 1,5 pour les passereaux et les limicoles. Ce métabolisme à basse consommation a sans aucun doute été conçu ainsi exprès pour les besoins très spéciaux de cet oiseau. Comment les évolutionnistes expliquent les parcours très précis de migration des oiseaux ? Leur explication est, je crois, que les oiseaux migrent au hasard, un peu plus loin au sud ou au nord depuis des millions d'années, en fonction du fait qu'ils aient trop chaud ou trop froid sur le moment. Mais cette explication ne tient pas. Il est impossible que leur destination soit aléatoire et décidée sur le moment par l'oiseau. Qu'ils aillent un peu plus loin chaque année au sud ou au nord, au risque de se transformer en appât à poisson ou de ne pas avoir assez d'énergie consommable en réserve. Les évolutionnistes nous expliquent que c'est à force de millions d'années qu'ils auraient élaboré leur technique de vol et qu'ils auraient fixé leur destination. Mais s'ils avaient appris tout cela à force d'essayer, le savoir et l'expérience auraient dû disparaître en 1 ou 2 générations d'oiseaux, puisque l'oiseau n'a pas la parole et n'écrit pas de livres ni de cartes, et ne peut donc pas transmettre le savoir qu'il a acquis à ses descendants. À chaque génération qui passe, les techniques et les trajets devraient être oubliés, donc l'évolution ne fonctionne pas. Pour que les migrations soient possibles, il faut que l'oiseau ait été conçu avec une map monde intérieure pour lui indiquer le chemin, et un manuel de vol dans son instinct pour lui apprendre à voler sur un tel parcours, pour savoir exactement où aller, comment y aller, quand y aller, comment calculer l'énergie nécessaire à accumuler pour effectuer tant de kilomètres, etc. Et cette faculté désarmante qu'ils ont de pouvoir agrandir leur cœur et leur thorax ne peut pas avoir évolué. Une chose pareille est impossible à croire. Il y a une autre chose. Les parents barges-rousses pondent leurs œufs, leurs petits éclosent, puis, une fois autonomes, les parents les laissent sur place et s'envolent pour Hawaï ou la Nouvelle-Zélande avant leur progéniture. Les petits sont donc laissés seuls, ils devront prendre de la masse graisseuse tout seuls et ensuite, ils s'envoleront à leur tour pour les y rejoindre. Mais ils n'y sont jamais allés avant et ils n'ont pas de moyen de communiquer. Alors, comment est-ce qu'ils savent comment y aller ? Comment piloter ? Où aller ? Personne ne le sait. Et si un vent latéral les emportait et les faisait dévier de leur route, ils y arriveraient quand même, car ils savent exactement où ils vont. Les oiseaux migrateurs peuvent arriver exactement au même endroit chaque année, à l'intérieur d'une zone de la taille d'une pièce, et cela après des milliers de kilomètres. Les scientifiques essayent toujours de comprendre pourquoi et de trouver la réponse sans y parvenir. Et c'est la même chose avec les pigeons voyageurs. Ces oiseaux peuvent trouver leur chemin de retour à la maison à l'endroit exact où ils ont besoin d'aller en partant de n'importe où dans le monde. Il y a pourtant d'immenses zones qu'ils n'ont jamais survolées auparavant. Ce mystère est le même que pour les poules. Comment les poules savent qu'il faut qu'elles aillent se coucher dans le poulailler à l'heure du coucher du soleil ? La réponse est dans l'instinct, ce mot bien pauvre qui contient pourtant tant de secrets. Comme on programme une veilleuse pour enfants pour s'éteindre à minuit, ou comme on programmait un magnétoscope à enregistrer le programme qu'on voulait à la télévision, les animaux ont des programmes qu'on appelle l'instinct et qui leur révèlent les choses qu'ils doivent savoir pour vivre et pour survivre. L'instinct est un mot fourre-tout, bien médiocre et sous-coté pour décrire toutes les informations qui ont été placées en eux pour qu'ils sachent exactement quoi faire et comment le faire. Ces oiseaux voyageurs ont été conçus ontologiquement pour le voyage. Le voyage est inscrit dans leur ADN. Nous, les humains, avons besoin d'une organisation titanesque pour voyager. Nous avons besoin de cartes, de guides, de voitures, d'essence, d'argent, de boussoles, de tickets, de réservations, de montres, de réveil matin, de valises, et même avec tout ça, on n'y arrive pas toujours. Ces oiseaux, eux, n'ont rien d'autre qu'eux-mêmes, et pourtant, ils atteignent toujours leur destination, au centimètre près. Alors penser qu'il n'y a aucune organisation, aucune planification, aucun calcul derrière, c'est irraisonné. Petit aparté sur les oiseaux. Les évolutionnistes affirment que les oiseaux sont les descendants des dinosaures et continuent de présenter l'Archéoptérix comme en étant le stade intermédiaire, parce que, selon eux, il ne pouvait pas voler correctement à cause de son absence de bréchet, qui est l'os auquel sont accrochés les muscles qui permettent aux oiseaux de voler. Et en se basant sur ce petit détail et sur leur logique d'évolutionniste, ils concluent que les oiseaux ont pour ancêtres les dinosaures. Alors qu'en réalité, le 7e fossile d'Archéoptérix qui a été retrouvé en 1992 a surpris les chercheurs car ils ont justement découvert un bréchet sur ce spécimen, ce qui prouve qu'en réalité il pouvait bien voler et qu'il était bien un oiseau.
Mais malgré cela, les évolutionnistes continuent encore 20 ans après cette découverte de nier la réalité, de faire comme si cet oiseau n'avait pas de bréchet et de le présenter comme étant non volant et donc, selon leur logique, comme n'étant pas un oiseau, mais un dinosaure en phase de se transformer en oiseau. Mais quand bien même Archaeopteryx aurait été un oiseau non volant, la seule chose que ça aurait prouvé, c'est qu'il ne volait pas, tout comme le dodo ne volait pas. Il n'était pourtant pas un dinosaure, mais bien un oiseau. Depuis, d'autres fossiles d'Archaeopteryx ont été découverts, mettant définitivement fin au débat et confirmant que cette espèce n'était pas un chaînon manquant, mais bel et bien un oiseau à part entière. D'ailleurs, le dodo n'a pas évolué en quoi que ce soit, l'espèce s'est tout simplement éteinte, comme se sont éteints les Archaeopteryx. La libellule. La libellule est une chasseuse remarquable. Elle peut foncer sur ses proies à une vitesse de 30 km/h. Le design de ses ailes lui donne une incroyable agilité au vol et ses yeux peuvent repérer ses proies à plus de 12 mètres, ce qui laisse à ses proies très peu de chances d'en réchapper. Les libellules ont de très grands yeux, composés de milliers de lentilles, environ 30 000, et des photorécepteurs sensibles à différentes longueurs d'onde et de lumière. L'image que perçoit la libellule est donc une véritable mosaïque, et c'est le cerveau qui se charge de reconstituer une image globale de ce qui l'entoure. Les chercheurs ne savent pas exactement comment leur cerveau d'insecte traite toutes ces informations visuelles. Mais les libellules voient différentes perspectives qui ne sont pas accessibles à la vision des humains. Les libellules possèdent, grâce à leurs nombreux yeux, très bien répartis autour de leur tête, une vision à 360 degrés. Pour ce qui est de la vision des couleurs, les humains possèdent 3 pigments pour voir les couleurs, avec comme vision de base des cellules en cône sensibles respectivement au rouge, au vert ou au bleu. En combinant ces 3 couleurs avec des proportions différentes, on considère que l'œil humain peut voir environ 8 millions de couleurs. Alors que l'homme possède ces 3 pigments, les libellules, elles, en ont une vingtaine, leur permettant de distinguer des nuances de couleurs infiniment variées, donc des millions de couleurs qui sont inconnues à nos yeux. Et elles ont aussi 3 yeux simples, très bien développés sur le dessus de la tête. Ces yeux-là ne forment pas de véritables images, mais des informations sur l'intensité lumineuse. Situés sur le front, ils envoient directement aux ailes des informations sur la position relative de l'horizon, ce qui lui sert à modifier à tout moment sa position dans l'espace, parce que le mode de déplacement de la libellule est très élaboré. Leur vision leur permet également de détecter le mouvement en réalisant une prouesse extraordinaire par rapport à nos capacités, la distorsion du temps. Le cerveau de la libellule fonctionne si rapidement qu'elle perçoit la plupart des mouvements au ralenti. En moins de 5 centièmes de seconde, elle voit, identifie et réagit au passage d'une proie volante. Là où nos yeux perçoivent 60 images par seconde, les siens en perçoivent environ 200. Elle peut identifier une proie au ralenti, prédire sa trajectoire puis commander les muscles appropriés pour l'attraper en un temps infime. Les yeux de la libellule sont comparables à des télévisions haute définition à pixels, sauf qu'il ne s'agit pas de pixels émetteurs mais récepteurs, qui envoient des milliers d'informations reçues au cerveau, là où elles sont reconstituées en images de ce qui l'entoure, et cela 200 fois par seconde. Alors attardons-nous 1 minute sur la supposée évolution d'une libellule et de ses yeux. Selon les évolutionnistes, les ancêtres des libellules sont des odonatoptères, qui sont en fait des libellules. Un peu facile. Selon leur théorie, elles devraient avoir des ancêtres d'une autre espèce qui ne seraient pas des libellules et qui n'auraient pas des yeux composés comme elle les a aujourd'hui. Il faut imaginer, selon leur théorie, que ces ancêtres avaient des yeux primitifs et que ces yeux se seraient démultipliés de façon exponentielle, ou bien que tous les 1 ou 2 millions d'années, un œil de plus apparaissait. Mais dans quel but ? Dans un but d'adaptation ? Mais posséder 18 yeux sans avoir les fonctions cérébrales qui lui permettent de pixeliser ce qu'elle voit ne sert à rien. Et il faut encore imaginer qu'un œil puisse pousser à partir de rien, qu'un globe oculaire se creuse, ou que ce nouvel œil pousse sur un œil qu'elle avait déjà avant, de façon chaotique, et que ces nouveaux yeux s'organisent tout seuls, sachant la complexité de la composition d'un seul œil, tout ça est absurde. On dit que Sikorsky, l'inventeur de l'hélicoptère, aurait étudié les libellules et que c'est comme ça qu'il aurait eu l'idée des hélicoptères. Une libellule a 2 paires d'ailes. Les ailes avant, si elle vole en avançant, vont lui donner la levée et les ailes arrière vont lui donner la propulsion, la poussée. Elles peuvent aussi voler en marche arrière et dans ce cas, les fonctions s'inversent.
Les ailes arrière lèvent et les ailes avant propulsent. Elle est donc capable d'inverser complètement le rôle de ses muscles et tout cela en un instant. Les libellules ont des muscles qui sont attachés à chaque aile et elles utilisent chaque paire d'ailes indépendamment. Elles peuvent embarder et manœuvrer mieux que quiconque essaie de les imiter. C'est le seul insecte qui, quand il opère un tournant, fait basculer tout son corps. Quand elle vole en avant, tout son corps est droit, l'abdomen est droit. Mais si elle opère un virage, son aile supérieure, celle qui est en l'air, comparée à son aile inférieure, celle qui est en dessous, font deux choses différentes. Elle fait travailler ses ailes de deux différentes manières, des deux côtés opposés de son corps. Et ses ailes elles-mêmes sont mystérieuses. Elles ont l'air très fragiles mais sont pourtant très coriaces. On peut voir à travers comme du papier fin, mais elles contiennent des canaux qui doivent mesurer 1/100 de millimètre, qui leur apportent toutes sortes de forces. Et elles ont des cellules qui sont plus épaisses au bout de leurs ailes, ce qui leur permet de rester stables en vol. Rien de ce que nous connaissons aujourd'hui ne se rapproche d'une telle technologie. Il a fallu des années d'études, d'ingénierie, de plans, de réflexion, de calculs, d'essais infructueux, de rectifications, d'expériences à l'homme pour imaginer, penser, créer et faire voler l'avion ou l'hélicoptère et pour l'alimenter en énergie. Si le calcul de l'ingénieur est mal fait, si une retenue a été oubliée dans son équation, l'avion ne décolle pas, explose, s'écrase et disparaît. Et s'il n'y a pas d'homme pour créer l'avion, il n'y a tout simplement pas d'avion. Tout le monde est d'accord avec ça. Eh bien, il n'y a pas à penser autrement au sujet des animaux. Pour quelle raison trouvons-nous évident que les technologies mécaniques et froides ont été faites par l'homme, alors que les technologies vivantes et infiniment plus sophistiquées que sont les animaux auraient été faites par rien du tout? Est-ce que ce serait parce que nous n'avons jamais vu le Créateur, ou que nous n'avons pas de preuves tangibles de la création des animaux tels qu'ils sont? Mais la fourmi ne sait pas que la maison sur laquelle elle se déplace a été fabriquée par l'homme. Et alors, est-ce que ça veut dire que la maison est le fruit du hasard? Non, ça veut seulement dire que la fourmi ne peut pas se figurer que la maison à côté de laquelle elle vit a été construite. Elle ne peut même pas le concevoir dans sa tête de fourmi. Et c'est à peu près la même chose pour nous, sauf que nous sommes doués de raison et capables de comprendre par la logique qu'une telle complexité et qu'une telle ingéniosité ne peut pas sortir de la bouillasse qui elle-même serait apparue toute seule comme par magie. Si la libellule peut voler avec une telle adresse, et si son agilité au vol est si remarquable qu'elle en est une inspiration pour l'homme, pour créer des machines qui lui ressemblent, c'est non seulement que cette technologie vivante a été conçue, pensée, calculée et vient de la volonté et de la conception d'un créateur, mais ça veut dire en plus que ce créateur est infiniment intelligent pour créer des mécanismes si ingénieux et si beaux à la fois. Toutes ces merveilles ne sont certainement pas le fruit d'un assemblage hasardeux et fortuit. L'évolutionnisme empêche les hommes de s'émerveiller devant la richesse, l'ingéniosité, la beauté et la diversité de la création, d'un créateur qui nous propose une diversité de merveilles à contempler, allant de la noblesse d'un orque à l'humour d'un ouistiti, de la bouille si craquante d'un chaton ou de l'étrangeté d'une menthe religieuse, etc. À travers la création, on peut admirer l'esprit d'un créateur impliqué, minutieux, tandis que l'évolutionnisme nous impose une version froide, hasardeuse et chiante du monde qui nous entoure. L'hippopotame. L'hippopotame africain peut peser jusqu'à 3 tonnes et courir jusqu'à 50 km/h. Mais les hippopotames préfèrent l'eau, au fond de laquelle ils peuvent marcher avec grâce et s'y attarder pour se garder au frais. Sa peau est épaisse de 3 à 4 cm et possède un système remarquable d'hydratation et de protection du soleil d'Afrique. L'hippopotame a des glandes sur sa peau qui exudent un fluide rougeâtre quand il est hors de l'eau. Quand il les met en marche, elles vont enduire sa peau de ce fluide qui agit comme un bloqueur de soleil et comme un répulsif à insectes. Cette huile rouge qu'ils sécrètent les aide à combattre les infections de la peau, quand par exemple ils se battent avec les taureaux pour le territoire et qu'ils s'entre-déchirent. Cette huile prévient aussi les infections de peau, puisqu'ils vivent dans une eau très vaseuse. D'où vient cela selon les évolutionnistes? Comment cette fonction aurait-elle évolué selon eux, et de quoi aurait-elle évolué? Posez-leur la question et vérifiez par vous-même leur absence de réponse. Selon eux, les hippopotames auraient évolué d'un ancêtre commun inconnu qui se serait transformé en millions d'années en une branche d'hippopotame d'un côté et en une branche de baleine de l'autre. Mais ils ne nous donnent aucune autre explication. Ils imaginent cela et nous le laissent l'imaginer à notre tour.
Quel était le système respiratoire de cet animal ? Vivait-il dans l'eau, sur terre ? Ils ne le savent pas, ils ne savent même pas son nom. Ils ne nous expliquent pas par quel processus mystérieux cet animal se serait vu lui pousser des nageoires ou des pattes, aurait subi une transformation de son système respiratoire, de sa peau, aurait développé la faculté de produire une crème solaire naturelle, de chasser le krill comme un chasseur expert ou de communiquer à travers l'océan. Non, tout cela, vous devez y croire sans vous poser toutes ces questions gênantes. Mais posez-vous ces questions. Depuis que j'ai remis en cause la théorie de l'évolution, je me pose des tas de questions et essaye d'imaginer quel serait le scénario le plus probable à l'évolution de chaque animal que j'observe pour tenter d'expliquer l'apparition de particularités si spéciales via la théorie de l'évolution. Et je peux vous dire que je rigole bien, et je vous encourage vivement à faire pareil. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus arrêter, et plus on y pense, plus on se demande comment c'est possible de croire encore à cette théorie idiote de la transformation des espèces en d'autres. Je vous donne un exemple. Comment les évolutionnistes expliquent l'évolution de l'araignée et de sa toile ? Les ancêtres des araignées seraient selon eux un scorpion de mer de 2 mètres de long. Alors, imaginons que ce scorpion aurait commencé progressivement à produire des déjections filaires et collantes par accident, matière qui serait à moitié de la matière fécale et à moitié du tissu de soie. Dans l'eau ? Ou bien est-il devenu un genre de fourmi mollusque avant de devenir une araignée ? Est-ce que ces fourmis mollusques s'emmêlaient les pattes dans leur production intempestive de fils collants pendant des milliers d'années ? Combien de spécimens seraient morts de cette manière ? Est-ce que leur production intempestive pouvait les surprendre en pleine chasse, en plein sommeil ou en pleine reproduction ? Peut-être qu'un jour elles en auraient eu marre de subir cette nouvelle fonction et qu'elles auraient pris les choses en main, en se mettant à créer des formes avec ces déjections filaires et collantes, d'abord pour s'amuser ou pour s'entraîner à contrôler la nouvelle fonction. D'abord de grands cercles, puis des triangles, de grandes lignes, peut-être même des formes d'autres animaux qu'elles voyaient passer. Puis, comme si elles possédaient une conscience douée de raison, elles se seraient finalement dit « Non, objectivement ça ne sert à rien, il doit y avoir un meilleur moyen de se servir de cette anomalie fécale. » Puis un jour, pendant que l'une d'elles faisait des cercles inutiles et irréguliers, car la fonction de production filaire n'avait pas fini d'évoluer, elle était encore amalgamée avec l'anus et la production de déjections donnait par intermittence du fil de soie et de la crotte, voire les deux mélangés. Et là, une mouche se serait coincée dans la partie filaire, et merveille, elle se serait coincée dedans. Les fourmis mollusques devenues des demi-araignées auraient trouvé la solution à leur problème. Elles pourraient se servir de ce fil importun pour chasser. Alors, elles n'avaient plus qu'à attendre de devenir des vraies araignées pour obtenir la fonction qui permet d'enfermer sa proie dans un cocon de soie en la vidant de sa substance. Mais elle avait devant elle des millions d'années pour mettre à profit tout ce temps pour élaborer le mode d'emploi de cette nouvelle faculté. Très drôle, n'est-ce pas ? Les évolutionnistes eux-mêmes seraient incapables de trouver mieux. Les vers luisants et les lucioles. Ces créatures émettent leur propre lumière. Cette lumière est une lumière froide, si étrange et complexe que nous ne connaissons rien de tel dans nos technologies. Les ingénieurs n'ont pas encore pu comprendre comment la reproduire. Les vers luisants utilisent 100% de leur énergie dans la lumière. Une ampoule incandescente produit 4% de lumière et le reste c'est de la chaleur. Nous gâchons donc 96% d'énergie en chaleur. Mais chez un ver luisant, ou Lucior metica lucae, 100% de l'énergie produite est uniquement de la lumière. Cette lumière est si puissante que les indigènes d'Amérique du Sud les utilisent dans des paniers comme lampes de poche pour marcher dans les bois. Leur lumière contient 2 substances qui se mélangent, la luciférine et la luciférase. La luciférase contient environ 1000 acides aminés et les scientifiques ne sont toujours pas capables de dupliquer cette enzyme. Nous avons ici un insecte qui est supposé ne connaître rien sur rien, mais qui aurait supposément évolué d'on ne sait quoi et qui aurait la faculté de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec toute notre technologie avancée. Et si les scientifiques parviennent un jour à reproduire cette lumière froide en laboratoire, les évolutionnistes diront « Bravo à ces scientifiques géniaux qui ont su déchiffrer l'énigme de cette lumière ». Par contre, quand ils observent cette lumière dans une créature, l'étudient et en découvrent une complexité telle qu'ils se voient incapables de la comprendre, là ils se disent qu'une telle technologie doit forcément venir d'un mélange de hasard, de chance, de magie, de temps et d'un peu de terre.
Il existe un groupe de ce type d'insectes qui se répand sur un arbre entier avec un insecte sur chaque feuille et ils allument l'arbre en entier, exactement au même moment. Et les chercheurs n'ont pas la moindre idée de la manière dont ils communiquent pour s'envoyer le signal pour allumer leur lumière tous en même temps. Les vers luisants sont d'ailleurs si mystérieux et si complexes que les évolutionnistes n'osent pas se mouiller avec une théorie sur leurs ancêtres. Selon eux, leurs ancêtres sont tout simplement les lucioles et les vers luisants. C'est idem pour la plupart des insectes d'ailleurs, que l'on retrouve absolument identiques dans les plus vieux fossiles. Les mouches, les guêpes, les abeilles, les fourmis, les libellules, etc. Les ours. Les ours d'Amérique du Nord sont très grands et très puissants. Les grizzlies peuvent peser 300 kg et les ours polaires plus de 450 kg. Ils peuvent courir jusqu'à 50 km/h et ils ont un appétit énorme. Ils passent le plus clair de leur temps à chercher de la nourriture, accumulant ainsi de la graisse pour l'hibernation. L'hibernation, le recyclage. Les ours hibernent pendant tout l'hiver. Les oursons naissent au cours de cette période et les mères s'en occupent pendant plus de 5 mois sans boire une seule goutte d'eau. Comment l'ours a-t-il assez de lait pour nourrir son ourson pendant 5 mois, parfois 7, sans rien boire ? L'ours prend de la graisse, et quand il passe en hibernation, ce gras se décompose. Et chaque gramme de graisse dégage 1,5 g d'eau. Cette eau retourne dans le système de l'ours. Voici donc comment la mère produit le lait pour nourrir son petit. Elle ne va pas non plus aux toilettes, car son surplus de matière est recyclé. L'ours a sa propre usine intérieure qui transforme ça en protéines dont il a besoin pour nourrir son corps, pour survivre et pour nourrir son petit. Les spécialistes ignorent comment ce système fonctionne. Comment les ours en hibernation préservent leur force musculaire ? Les ours perdent seulement 20% de leur force pendant ces 5 mois d'hibernation. Si vous mettez un être humain dans un lit pendant 5 mois, il va perdre 90% de sa force musculaire. Nos muscles se détériorent même en seulement 1 mois. La conservation musculaire. Si un lion venait à chasser un ours juste à sa sortie d'hibernation, l'ours serait encore assez fort pour le combattre. Dans les années 90, des expériences ont été faites. On a branché des appareils sur un ours en hibernation et on a découvert que les ours avaient de violents frissons et que leurs muscles restaient grâce à cela en tension pendant l'hibernation, ce qui les empêcherait de s'atrophier. Les ours font donc des exercices isométriques et gardent ainsi leur force à travers tout l'hiver. Selon les évolutionnistes, les ours étaient, avant de se transformer en ours, des gros chiens, qui se seraient transformés après des millions d'années en la lignée des chiens et en celle des ours. Ils affirment cela sans aucune explication ou hypothèse du supposé processus de transformation. Ils ne savent pas expliquer les différents processus d'hibernation actuels de l'ours, mais ils nous expliquent qu'il y a de ça 27 millions d'années, les ours étaient des chiens. Sauf que les chiens n'hibernent pas, les loups non plus, donc il faut imaginer qu'un jour, on ne sait comment, ce chien préhistorique se soit mis dans une grotte par temps de grand froid et qu'il se soit mis à hiberner et à développer toutes les facultés inexplicables de l'ours. Sauf qu'on n'a jamais vu une espèce qui n'hiberne pas se mettre à hiberner, et l'inverse non plus. Et puis tout cela repose encore une fois sur l'imagination et sur aucune preuve. Si la théorie de l'évolution était vraie, pour quelle raison tous les animaux qui vivent dans le froid ne se sont pas mis eux aussi à hiberner pour s'adapter à leur environnement ? Les ours polaires, les pingouins et les lynx n'hibernent pas, pourtant cela leur serait très profitable. Et imaginons si un non-hibernant comme le lynx par exemple se mettait pour on ne sait quelle raison à hiberner, que se passerait-il selon vous ? Eh bien, il mourrait de froid, de faim et de soif, parce qu'il n'est pas conçu pour hiberner. Et si tous les lynx essayent d'hiberner on ne sait pour quelle raison, génération après génération, ils mourraient tous et l'espèce s'éteindrait parce que les lynx n'ont pas un métabolisme adapté pour cela. Les évolutionnistes disent qu'à force de temps, le métabolisme s'adapterait, mais une fois encore ce n'est qu'une supposition et de l'imagination. Mais de toute façon, les lynx n'essaieraient même pas d'hiberner parce qu'ils ne sont pas faits pour cela et ils le savent très bien. Un homme alité pendant 5 mois va perdre 90% de sa graisse et de ses muscles parce que son métabolisme n'est pas fait pour cela. Vous pouvez laisser des hommes alités chaque hiver sans boire ni manger pendant des millions d'années à attendre qu'ils développent en eux des systèmes de recyclage des graisses. Ils mourront tous d'affaiblissement et de faim à chaque fois parce que chaque espèce est conçue avec ses propres facultés. Essayez l'inverse. Mettez des ours, génération après génération, devant des manuels de construction de climatiseurs.
et attendez des millions d'années qu'ils les ouvrent et qu'ils les lisent jusqu'à acquérir la lecture, puis la capacité d'en construire un pour se rafraîchir face à des canicules répétées. Ça vous paraît plausible ? Pourtant la théorie de l'évolution affirme qu'une telle chose l'est. Et quand bien même, si une catastrophe climatique se produisait et que les animaux étaient forcés de vivre sous terre ou dans des grottes par exemple, jamais le lynx ou l'homme ne se transformerait en ours ou en ver de terre. L'espèce pourrait s'adapter à son nouvel environnement comme elle le pourrait, mais elle resterait la même espèce ou s'éteindrait tout simplement, comme c'est arrivé à beaucoup d'espèces comme les dodos par exemple, qui n'ont pas évolué en apprenant à voler ou en se transformant peu à peu en poissons, mais qui se sont tout simplement éteints. Ce qui me fait poser la question, pourquoi, selon les évolutionnistes, des espèces s'éteignent mais n'évoluent pas, comme le dodo, le grand pingouin ou encore le tigre de Tasmanie? L'extinction d'une espèce ne devrait pas exister si la théorie de l'évolution était vraie, puisque les espèces sont censées s'adapter au point d'inventer de nouvelles fonctions et de nouveaux organes pour survivre, trouver une nouvelle alimentation, fuir les prédateurs, etc. Les bouquetins. Les bouquetins ont la faculté d'escalader dans les montagnes et sur les falaises, les pentes les plus raides, sur des petits sabots. Quelle est la théorie sur son évolution ? De quel autre animal descendrait-il ? Des capras selon les évolutionnistes, c'est-à-dire des bouquetins. On est d'accord, les ancêtres des bouquetins sont bien des bouquetins. Cette aptitude qu'ils ont à se déplacer ainsi sur les falaises ne s'improvise pas. L'espèce est créée ainsi. On n'imagine aucun scénario où un animal préhistorique, quel qu'il soit, se transforme en un animal qui pratique l'escalade en sabots. Les vers de terre. Le ver de terre n'a ni yeux, ni dents, mais possède en revanche 4 cœurs et 3 paires de reins, et il respire à travers sa peau. Son corps est constitué d'anneaux successifs, nommés segments, tous entourés d'une musculature longitudinale, c'est-à-dire dans le sens de la longueur, et circulaire. Toutes les espèces de vers de terre sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois mâles et femelles. Ils doivent toutefois être 2 pour se reproduire, comme les escargots. Ils pondent plusieurs centaines d'œufs par an. Les vers de terre communs peuvent manger quasiment l'équivalent de leur poids en une seule journée. Ils n'ont pas d'yeux mais sont sensibles aux vibrations et il y en a de toute taille. Des fertilisateurs. Les vers de terre retournent la terre, l'aèrent et la fertilisent. Comment font-ils cela ? Eh bien, un ver de terre crache sur la poussière qui se trouve en face de lui, ce qui l'adoucit, et s'il ne peut pas passer à travers, il va simplement la manger. Il va pointer son nez à un endroit exact, il va le coller dans la plus belle petite fissure, et là ensuite il pourra pousser dans cette fissure pour étendre la poussière. Pour cela, ils ont des organes dédiés spécialement à la pousse. Quelqu'un a mesuré, ils peuvent littéralement pousser 1,54 atmosphères de pression. Ensuite, pour s'introduire, ils ont des ancres. Quand ils rampent, ces ancres sont cachées, rentrées dans leurs plis, mais quand ils veulent se déplacer, ils les sortent en partie, ils les étendent et les contractent, ce qui leur permet d'avancer et de se tracter de façon à ce qu'ils puissent se déplacer. Ainsi, quand vous tirez sur un ver, ces ancres vont sortir pour s'accrocher au sol, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils s'accrochent. Certains évolutionnistes disent que ces ancres qu'ont les vers de terre sur leur côté sont comme des touffes des cheveux, et donc que le ver de terre primaire aurait évolué en perdant sa fourrure. Voici encore une belle preuve de leur imagination débordante. Les vers de terre aèrent le sol grâce aux galeries qu'ils creusent sous la terre. Un sol aéré avec des galeries de vers de terre peut absorber 100 ml d'eau par heure, soit 100 fois plus qu'un sol non vivant. Le ver mange quasiment son poids chaque jour en terre. Bactéries, champignons et autres matières organiques qu'il défèque ensuite en fumier de ver. C'est l'un des meilleurs fumiers pour avoir un sol riche et des plantes en excellente forme. Forte teneur en azote, phosphore, potassium, magnésium et calcium. Alors, selon la théorie de l'évolution, il fut un temps sur Terre où le ver de terre n'existait pas. Un temps où il n'y avait rien pour fertiliser et oxygéner les sols. Le problème est que sans ver de terre, le sol de la Terre devient stérile. Les plantes meurent faute d'oxygène, la nourriture aussi, et par conséquent le reste des animaux qui ne peuvent plus se nourrir. Il est impossible d'imaginer une terre fertile, donc la vie sans vers de terre. Les vers de terre ont forcément été là depuis le début. La régénérescence. Les taupes sous la terre mangent ces vers de terre, et souvent,
Les taupes vont mordre leur tête parce qu'une fois qu'elles ont mordu la tête, les vers ne peuvent plus ramper, mais l'autre partie reste en vie. Il reste donc en vie là-dessous et ensuite, après l'hiver, la taupe revient pour le manger. Mais certains d'entre eux n'attendent pas de se faire manger. Si les organes vitaux n'ont pas été touchés, ils régénèrent leur tête à temps et peuvent à nouveau ramper et s'échapper. Oui, les vers de terre peuvent se régénérer. C'est une faculté extraordinaire. Cependant, si les organes vitaux sont touchés, le ver n'a aucune chance de survie. J'aimerais beaucoup avoir l'explication d'un évolutionniste sur l'apparition de la faculté de faire repousser son corps à un ver de terre. Et j'aimerais savoir aussi pourquoi, puisque l'évolution serait un moyen d'adaptation à l'environnement, pourquoi tous les animaux n'ont pas développé cette faculté si pratique et si propice à la survie de l'espèce. Mais ces questions resteront toujours sans réponse parce que la théorie de l'évolution est fausse. Elle a même été réfutée maintes fois par d'éminents scientifiques, mais ces derniers ont été radiés du consensus et leur thèse avec, car les évolutionnistes ne tolèrent pas que l'on remette en cause leur théorie. Et pour empêcher ça, ils jettent aux oubliettes les travaux et les noms de ceux qui ne vont pas dans leur sens. Essayez vous-même. Si vous osez réfuter la théorie de l'évolution, vous constaterez que les évolutionnistes deviendront agressifs et méprisants avec vous, se comportant plus comme des religieux qui défendent un dogme que comme des scientifiques qui recherchent la vérité. Les éléphants. Les éléphants peuvent peser jusqu'à 6 tonnes. Les éléphants font partie des animaux les plus intelligents. Il y a 2 sortes d'éléphants, ceux qui viennent d'Afrique et ceux qui viennent d'Inde. Pour les différencier, vous devez regarder leurs oreilles. La thermorégulation. L'éléphant africain est celui qui a les plus grandes oreilles. L'asiatique a les plus petites. Leurs oreilles sont leur système de climatisation, parce qu'ils n'ont pas de glande sudoripare, alors quand ils ont chaud, pour réduire la chaleur, ils vont éventer leurs oreilles. Ils ont des vaisseaux sanguins sur toute la surface de leurs oreilles. On peut voir sur leurs oreilles des veines à l'arrière et certaines d'entre elles mesurent environ 2 cm de diamètre, ce qui est plutôt gros, et qui peut donc transporter une grosse quantité de sang. Grâce à ce système, les éléphants peuvent se rafraîchir d'au moins 10 degrés en très peu de temps. Les éléphants possèdent également un autre système de régulation de la température, leur peau. En humidifiant régulièrement leur peau, qui a la particularité d'être très poreuse, l'eau ainsi stockée s'évapore et refroidit l'animal. Grâce à l'analyse de la peau de plusieurs éléphants, des chercheurs ont remarqué que la couche la plus externe de l'épiderme, la couche cornée, est traversée par des millions de petites crevasses. Ces fractures, qui peuvent faire jusqu'à 1 mm de profondeur, non seulement permettent d'absorber entre 5 à 10 fois plus d'eau, dont l'évaporation progressive régule la température, mais retiennent aussi mieux la boue, ce qui assure à l'éléphant une protection optimale contre le soleil et les parasites. La trompe. La trompe d'un éléphant donne à l'éléphant un outil puissant et polyvalent pour se laver et pour travailler. Avec sa trompe, l'éléphant peut dans un premier temps sentir, il a un odorat extrêmement développé. Il boit avec sa trompe, il la remplit d'eau de plusieurs litres. Leur trompe a 6 groupes majeurs de muscles et environ une centaine de milliers à l'unité. Un éléphant peut porter une bûche de 200 kg, mais sa trompe est si sensible qu'elle peut également prendre doucement quelque chose de la main d'un enfant. Une trompe peut peser 100 kg et leurs défenses peuvent peser plus de 90 kg chacune. L'éléphant possède donc 180 kg de défense, 100 kg de trompe. Par contre, les os de sa tête sont très poreux, ce qui leur permet de ne pas se soucier d'une pesante boîte crânienne en plus de toutes ces centaines de kilos qu'il porte déjà. Est-ce qu'avant d'évoluer, la boîte crânienne de l'éléphant n'était pas poreuse, l'empêchant de se déplacer tant sa tête était lourde? Est-ce que l'espèce ancêtre ou est-ce que tout aurait poussé en même temps? Si oui, pour quelle raison et comment? Selon les évolutionnistes, l'espèce ancêtre n'avait ni trompe, ni oreille, ni défense, mais ressemblait à ça. C'est un dessin bien sûr qu'ils ont dessiné avec un souci de ressemblance étrangement exagéré, car la vraie boîte crânienne de l'espèce qu'ils ont choisie ressemble à ça. Ce qui est amusant, c'est de chercher la raison qui a poussé les évolutionnistes à croire que cet animal est l'ancêtre de l'éléphant, car il n'y a absolument aucune raison de le croire. Ils diront peut-être que les similitudes génétiques entre les deux espèces permettent de l'affirmer, sauf que l'homme a 35% d'ADN en commun avec la jonquille, donc des ressemblances génétiques ne suffisent pas pour établir de telles parentés.
surtout quand on voit la boîte crânienne d'un éléphant qui ressemble à ça. Les défenses. On constate aujourd'hui que beaucoup d'éléphantaux naissent sans défense dans les parcs nationaux en Afrique. Sans grande surprise, les évolutionnistes se servent de ce phénomène pour prouver leur théorie, avançant une mutation génétique de l'espèce qui aurait pour cause directe le braconnage intensif. Plusieurs choses. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une évolution puisque les éléphants sans défense ont toujours existé dans la nature. Les spécimens étaient autrefois très rares, mais ils existaient déjà. 2 à 4% d'éléphants d'Afrique et uniquement des femelles naissent naturellement sans défense dans la nature. Cette particularité génétique rare touche donc uniquement les femelles. Cette caractéristique se situe sur le chromosome sexuel X. Lorsque ce chromosome est transmis à un descendant mâle, il est fatal pour l'embryon qui ne survit pas. Ce phénomène est observé dans les parcs nationaux d'Afrique, notamment dans les parcs d'Ado, Gorongosa et quelques autres, dans des lieux où le braconnage a été fortement pratiqué. Ce qui a eu pour conséquence de réduire à un tout petit nombre des populations d'éléphants. Cependant, les femelles sans défense n'étaient pas ciblées par la chasse à l'ivoire et les survivants de ce carnage en comptaient donc une majorité. Prenons par exemple le parc Ado en Afrique du Sud. Dans cette réserve, on constate la population d'éléphants sans défense augmenter. À sa création en 1931, il abritait seulement 11 spécimens qui se sont reproduits. Ce phénomène de naissance d'éléphants femelles sans défense se constate dans les parcs nationaux, là où la chasse est interdite. Ce qui est étrange, c'est que chez les éléphants qui vivent hors des parcs en Afrique, comme au Kenya par exemple, où le braconnage est très intensif, ce phénomène n'est pas constaté. On constate que les défenses des éléphants ont diminué de taille, mais on ne constate pas de perte de défense comme dans ces parcs. Ce qui s'est passé, c'est que les éléphants rescapés du braconnage ont été placés dans des parcs pour les protéger. Dans ces groupes, il y avait des femelles sans défense. La population d'éléphants étant restreinte, le caractéristique génétique s'est répandu à vitesse grand V, là où dans la nature elle reste exceptionnelle car elle se fond dans une grande population. Il n'y a donc pas de nouvelles mutations, pas d'ajout de nouvelles caractéristiques, pas de nouvelles espèces, mais seulement un phénomène reproductif dû à la captivité. De plus, ce phénomène n'est pas un avantage pour les éléphants. La première raison est que les éléphants ont besoin de leur défense pour vivre, pour chercher leur nourriture, pour se défendre, pour protéger leurs petits, etc. Ensuite, cette caractéristique génétique est fatale pour les embryons mâles. Sa présence, plus fréquente dans la population, mène donc à une baisse générale des naissances et à un déséquilibre des sexes, ce qui pourrait avoir pour conséquence la fin de l'espèce sur le long terme si ces éléphants ne sont pas réintégrés dans un groupe homogène. C'est le même principe que les phalènes du bouleau. La population de phalènes du bouleau a vu ses spécimens noirs augmenter en nombre à cause de la pollution. Mais quand la pollution a diminué en Angleterre, les spécimens blancs sont redevenus aussi nombreux que les noirs. C'est la même chose pour les éléphants. Si le braconnage cessait et que ces éléphants pouvaient vivre à nouveau à l'état sauvage au sein d'une population à la présence de défense majoritaire, la population se rééquilibrerait et les éléphants sans défense redeviendraient minoritaires. C'est donc de la sélection naturelle, et je dirais même de la sélection artificielle, puisque les éléphants ont été placés volontairement dans ces réserves par l'homme pour les protéger. D'ailleurs, il existe de très nombreux autres problèmes dans ces parcs artificiels, comme par exemple des extinctions de plantes à cause de la trop grande circulation des éléphants, ou à cause de la surconsommation étant donné le milieu restreint, ou encore des populations de grands mammifères qui vivaient à l'état sauvage et qui ont vu leur population chuter de plus de 50% dans les parcs nationaux d'Afrique. Les parcs nationaux ne sont pas des endroits naturels, ils sont construits et organisés par l'homme selon sa vision des choses et cela perturbe totalement l'équilibre de la nature. Je vous invite à lire à ce sujet un article très intéressant qui met en avant le désastre conservationniste des parcs nationaux d'Afrique. Je vous mets le lien en description. Les pieds. Si vous regardez les os des pieds d'un éléphant au scanner, il marche sur la pointe des pieds. Peser 5 tonnes peut provoquer pas mal d'usure et de déchirures sur leurs os. C'est pour ça qu'ils possèdent un gros coussin entre le coussinet de leurs pieds, qui est le dessous du pied, et les os de leurs pieds. L'éléphant peut marcher silencieusement. Ses pieds sont conçus pour que même si une brindille craque sous son pied, le son est étouffé. Il peut donc marcher presque sans bruit.
Souvent, les éléphants marchent le long des étangs et des rivières, et ils vont s'enfoncer dans la boue sur les rives. Ils peuvent enfoncer leurs pattes jusqu'à 1 mètre. Normalement, pour retirer cette patte de la boue, on imagine que ça doit leur faire comme une botte enfoncée qu'on peine à enlever. Mais non, sa conception a été très bien pensée. Les pattes des éléphants diminuent de diamètre lorsqu'elles sont embourbées. Ainsi, ils peuvent sortir leurs pattes sans effort. Toutes ces facultés, toutes ces aides mises à la disposition de l'éléphant viennent d'où, selon les évolutionnistes ? Est-ce que ce sont les éléphants eux-mêmes qui se sont auto-améliorés car ils ne se trouvaient pas assez performants ? Si oui, comment ont-ils fait pour se faire pousser une trompe ? Et si ce n'est pas eux qui sont à l'origine de ces changements, qui l'est ? Il n'existe aucune preuve de la théorie de l'évolution. Chaque animal possède des facultés qui lui sont propres. Les évolutionnistes affirment que ces facultés sont apparues pour que les animaux s'adaptent aux conditions environnementales. Mais il n'y a aucune preuve de cette supposée évolution. La seule chose que nous pouvons observer, c'est la perfection des créatures qui cohabitent avec nous sur la terre et dans les mers. La théorie de l'évolution n'a pas fait ses preuves. Darwin lui-même, qui au passage était un amateur sans aucune formation, a dit qu'il faudrait dans le futur trouver des chaînons manquants pour valider sa théorie, et que si on ne les trouvait pas dans le futur, sa théorie ne tiendrait plus. Voici un extrait du livre de Darwin, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Enfin, envisageant non une période seulement, mais le temps dans son ensemble, une quantité innombrable de variétés reliant étroitement entre elles toutes les espèces d'un même groupe, doivent, si la théorie est vraie, avoir certainement existé. Mais la marche même de la sélection naturelle tend constamment à détruire les formes parentes et les chaînons intermédiaires. Ce n'est que dans les fossiles qu'on pourrait donc trouver la preuve de leur existence passée. Mais nous verrons dans un chapitre futur combien les documents de ce genre sont incomplets et intermittents. Ces fossiles, on ne les a jamais trouvés. Bien sûr, les évolutionnistes vous sortiront des tas d'exemples de fossiles qui seraient des stades intermédiaires entre tel et tel animal. Par exemple, l'Archéoptérix qui serait le stade intermédiaire entre les dinosaures et les oiseaux, mais ces fossiles ne sont que des fossiles d'espèces animales éteintes. Le sélacanthe, lui aussi, a été pris par les évolutionnistes comme chaînon manquant. Il disait que selon son fossile, ce poisson poussait sur ses moignons pour sortir de l'eau. Or, on a récemment découvert que les sélacanthes existent toujours, qu'ils n'ont pas changé et que leurs nageoires sont de vraies nageoires et non pas des pattes en transition. Le lien de parenté entre les fossiles de deux espèces n'existe donc que dans leur imagination. Il n'existe aucune preuve d'une quelconque évolution des espèces. Cette théorie ne tient que grâce au consensus. Mais si on fouille un peu, on découvre qu'en vérité, plus rien ne tient. La falsification des preuves. Les dessins de Haeckel. Dans les écoles et les universités sont encore enseignées des choses reconnues comme étant fausses ou comme étant de véritables fraudes. Par exemple, il est encore courant de voir les dessins de Haeckel ou la théorie de la récapitulation dans les manuels scolaires. Il s'agit de ces dessins d'embryons, de cheval, de vache, de cochon et d'humain qui se ressemblent trait pour trait, établissant ainsi un lien de parenté ancestrale. Il a été prouvé en 1884 que la ressemblance entre ces embryons a été fortement exagérée et que cette preuve de l'évolution était en fait une supercherie. Mais malgré cela, les dessins de Haeckel sont toujours dans les manuels scolaires de vos enfants pour leur faire croire à la théorie de l'évolution des espèces. Lucie. Longtemps présenté comme le chaînon manquant entre le singe et l'homme et comme preuve de l'évolution, il s'est avéré au final que Lucie n'était rien de tout cela. En réalité, ses doigts sont ceux d'un singe, la structure de son genou est celle d'un singe, l'attachement de son bassin suggère une posture voûtée, comme un singe, et la taille et la forme des os du poignet sont celles d'un singe. En résumé, Lucie est une espèce éteinte de singe. Cependant, on continue à la présenter comme une preuve de l'évolution au grand public et dans les écoles. Les évolutionnistes et les médias restent très silencieux là-dessus. Les phalènes du bouleau. Il y a la théorie des phalènes du bouleau, une théorie évolutionniste qui explique que ces papillons, grandissant et vivant sur des troncs d'arbres pendant la révolution industrielle, ont vu leur environnement changer. Les troncs ont été recouverts de charbon, et tout d'un coup les oiseaux ne pouvaient plus voir ce qui était de couleur foncée puisqu'ils étaient noirs sur noir. Ils les confondaient et ils mangeaient
ceux de couleur claire, ce qui aurait provoqué l'évolution du phalène blanc en phalène noir. Mais cet accroissement de la population noire de la phalène à la pollution ne constitue pas une preuve de l'évolution. Il n'est pas question ici de mutation. Les deux variétés de phalènes, les blanches et les noires, existaient déjà. Le changement de l'environnement n'a donc pas introduit de nouvelles informations génétiques dans l'espèce phalène. Il n'a changé que la fréquence plus ou moins grande de chaque variété dans la population. Il n'y a donc ici aucune preuve de l'évolution, car l'évolution nécessite l'introduction de nouvelles informations génétiques, à défaut de quoi l'espèce reste la même. La preuve est que, dans le cas de la phalène, depuis les années 70, des contrôles plus sévères contre la pollution ont été mis en vigueur en Angleterre. On a alors constaté que les lichens ont recommencé à pousser sur les troncs des arbres et que, graduellement, les phalènes tachetées blanches sont redevenues dominantes. Si on considère que les phalènes du bouleau ont évolué en adaptant leur camouflage, on doit alors aussi considérer que le caméléon évolue chaque jour, chaque heure qui passe, et qu'il est une preuve de l'évolution. C'est absurde. Et cet exemple des phalènes du bouleau, qui est encore présenté aujourd'hui comme étant une preuve de l'évolution dans les manuels scolaires, était donc encore une fraude, démontrée publiquement en 1999 par Carl Wieland. L'homme de Piltdown. L'homme de Piltdown est l'une des plus grandes et des plus célèbres impostures scientifiques. En 1912, à Londres, Arthur Smith Woodward, conservateur du département de géologie au British Museum, et Charles Dawson, un archéologue amateur, annoncent publiquement la découverte en Angleterre près de Piltdown de vestiges très anciens d'un nouvel homme fossile, qu'ils baptisent Eanthropus dawsoni. Celui-ci était composé d'une mâchoire inférieure qui ressemblait à celle d'un singe et de plusieurs os d'un crâne humain. Son retentissement fut considérable, le chaînon manquant a été trouvé. Jusqu'au jour où, 40 ans plus tard, en 1953, le British Museum annonça que l'homme de Piltdown n'était qu'une supercherie. En combinant une mâchoire de singe, probablement celle d'un orang-outan, avec un crâne d'homme actuel. 40 ans d'exposition au British Museum. Les scientifiques vous annoncent que la théorie de l'évolution est prouvée, que le chaînon manquant a été trouvé, et pourtant c'est une imposture. C'est assez révélateur de ce dont sont capables les évolutionnistes pour nous convaincre. Bien d'autres arnaques à la preuve ont existé. Je vous ai raconté plus haut l'histoire du fossile de l'Archéoptérix. Je pourrais vous faire une vidéo entière sur ce sujet sulfureux. Mais revenons aux animaux. Les moineaux. Les moineaux sont les oiseaux les plus communs dans le monde. Les moineaux peuvent voler à travers un arbre ou un buisson bourré de branchages et de feuilles sans jamais rien heurter. Ils esquivent et oscillent entre tous les obstacles car ils sont capables d'ajuster chacune de leurs plumes pour se diriger avec une précision mathématique. Les plumes. Quand ils volent normalement et qu'un peu de vent les saisit, ils peuvent ajuster les plumes de leurs ailes d'un seul degré, les tourner, les soulever, les baisser. Toutes leurs plumes sont reliées à leur cerveau. Ils peuvent ainsi ajuster chacune d'elles selon leurs besoins. Les plumes font partie des matériaux les plus résistants que l'homme connaisse en termes de rapport force-poids, plus résistantes que l'acier. L'homme n'a jamais été capable de reproduire l'efficacité des oiseaux en termes d'agilité de vol. L'évolution enseigne que les moineaux seraient les descendants des dinosaures, et plus précisément du T-Rex. C'est ce sur quoi on tombe en tout cas en premier quand on fait une recherche Google. Entre ces deux espèces, les différences sont faramineuses. Les os des oiseaux, comme ceux des moineaux, sont très spéciaux. Ils sont poreux, c'est-à-dire qu'ils ont plein de trous, comme de l'emmental. Ils peuvent même y retenir de l'air, un peu comme des poumons, ce qui rend leurs os ultra légers, et c'est ce qui leur permet de voler. Les os des T-Rex sont lourds et non poreux, faits pour rester au sol. Seuls les os de leur crâne étaient poreux, tant leur boîte crânienne était massive. C'est le même procédé que pour les éléphants. L'oiseau a un système digestif très particulier, très petit, contenant des sucs digestifs très concentrés, ce qui permet une digestion express parce qu'un oiseau ne peut pas peser lourd, sinon il ne peut pas voler. Le T-Rex, lui, avait un gros et lent système digestif de carnivore. Le système digestif d'un oiseau possède un jabot et un gésier. Les T-Rex n'avaient ni jabot ni gésier. Les oiseaux ont le sang chaud, les T-Rex avaient le sang froid.
Les oiseaux ont un bec, les T-Rex avaient une bouche massive et des dents acérées comme celles d'un grand requin blanc. Les oiseaux sont omnivores, comme les moineaux, se nourrissent principalement de graines, d'insectes et de petits invertébrés, et ils chassent seuls. Les T-Rex étaient de gros carnivores prédateurs qui chassaient d'autres animaux et probablement en meute. Les oiseaux couvent leurs œufs jusqu'à l'éclosion, les T-Rex ne couvaient pas. Les oiseaux ont des pupilles rondes, les T-Rex avaient très probablement des pupilles verticales comme les autres reptiles. Les moineaux et les autres oiseaux ont un système de respiration très efficace avec des sacs aériens qui permettent un flux d'air unidirectionnel à travers les poumons, ce qui facilite le vol. Les dinosaures, comme les T-Rex, avaient un système de respiration plus similaire à celui des reptiles, avec une respiration bidirectionnelle. Les oiseaux sont très petits, les T-Rex étaient immenses. Le cœur des oiseaux peut battre à 760 battements par minute. Nous ignorons quel était le rythme cardiaque des T-Rex, mais il était sans aucun doute quelques centaines de fois plus lent. En résumé, les T-Rex, pour évoluer en moineaux, auraient dû changer entièrement de système digestif en créant un jabot et un gésier, changer la nature de leurs os, trouer leurs os même, changer la nature complète de leur sang et leur température corporelle, changer la nature de leurs poumons, se faire pousser un bec, faire tomber leurs dents, accélérer drastiquement leur rythme cardiaque, se faire pousser des ailes et apprendre à s'en servir, relier chaque plume au cerveau, donc créer des nerfs et des veines par milliers, créer des neurones et des zones cérébrales nouvelles, et de nouveaux muscles dédiés au vol, apprendre à faire des nids dans les arbres, se mettre à couver leurs œufs, devenir des proies alors qu'ils étaient des prédateurs, changer la forme de leurs pupilles, rétrécir de plusieurs mètres, et j'en passe. C'est très facile de dire que les oiseaux ont évolué des dinosaures, mais c'est impossible d'expliquer rationnellement comment toutes ces transformations ont eu lieu, qui ou qu'est-ce qui en est l'initiateur, et comment ces animaux auraient pu survivre à des transformations de fonctions aussi vitales. Les évolutionnistes diront que ça s'est fait en des millions d'années, mais quand on leur demande concrètement comment les stades intermédiaires auraient survécu en ayant un début de jabot atrophié, un demi-bec ou du sang mi-chaud mi-froid, ils disent que ça s'est fait très vite et que les organes n'ont jamais été ni atrophiés ni infonctionnels. Donc on serait en fait sur des dinosaures qui pondent des œufs qui sont déjà des oiseaux tout formés. Mais d'ailleurs, les T-Rex ne sont-ils pas censés avoir disparu après un impact de météorites géantes ? La couvaison. Un autre fait sur les moineaux et les oiseaux est qu'ils ont ce qu'on appelle des points de couvaison, tout comme les autres oiseaux d'ailleurs. Dans cette zone de leur poitrine, il y a des petites plumes et du duvet qui commencent à se détacher quand ils couvent, et dont ils vont se servir pour tapisser leur nid. Ça leur laisse donc la peau nue. Cette peau est très singulière parce que les vaisseaux sanguins ici se multiplient au moment de la couvaison. Ils y sont 7 fois plus nombreux que la normale et deviennent 5 fois plus gros. Et quand cette peau touche les œufs, on ne sait pas comment, mais il s'établit une communication partant de l'œuf, passant par le point de couvaison jusqu'au cerveau de l'oiseau parent qui lui communique s'il fait trop chaud ou trop froid, trop humide ou trop sec, ce qui va permettre à l'oiseau parent d'adapter au mieux les conditions de couvaison de ses œufs. Comment cette couvaison aurait pu évoluer ? Si l'oiseau et son système de couvaison n'est pas parfaitement fini, son œuf ne peut pas être correctement couvé et meurt. D'ailleurs, selon les évolutionnistes, les œufs aussi doivent avoir une histoire évolutive. Ils ne peuvent pas être apparus parfaits du premier coup. Il serait intéressant d'avoir leur version de l'évolution de l'œuf. Est-ce que les premiers œufs étaient atrophiés ? Avaient-ils une coquille molle ou pas de coquille ? Un intérieur fait d'air à 50%, d'eau, de poils ? Comment les premiers œufs atrophiés pouvaient tout de même donner la vie malgré leur non-viabilité ? Car le processus de ponte, de fécondation et de couvaison d'un œuf, si couvaison il y a, est si précis que si la poche d'air à l'intérieur de l'œuf est trop petite, le petit ne pourra pas y respirer quelques heures précédant son éclosion et mourra. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai traduite en français. À 20 minutes et 25 secondes, le processus de développement du poussin dans l'œuf est expliqué et vous verrez à quel point chaque détail compte pour que les poussins puissent éclore. Il est intéressant aussi d'évoquer la suite. Selon eux, les mammifères auraient évolué des reptiles. Donc les reptiles ovipares pondaient des œufs, puis se seraient mis on ne sait pourquoi à les incuber à l'intérieur de leur ventre, comme les boa constrictors qui sont ovovivipares.
Vous voulez une preuve de la transition des reptiles aux mammifères? Le boa constrictor est ovovivipare. Voilà, c'est une preuve. Donc, selon la logique des évolutionnistes, ces boas devraient être une espèce intermédiaire, en phase de devenir un mammifère. Peut-être qu'il faudrait bien regarder leur ventre, ils ont peut-être des petites mamelles qui commencent à pousser pour le futur. Mais non, les boas sont bien une espèce à part entière. Il n'existe absolument aucune preuve qu'ils aient évolué d'une autre espèce, autrefois ovipare, et ils ne se transformeront pas en lapins. Ils sont parfaitement conçus ainsi et ne sont pas des brouillons d'une autre espèce. D'ailleurs, ils oublient d'expliquer dans leur évolution du reptile au mammifère comment seraient apparues petit à petit les règles et tout le fonctionnement complexe de l'utérus et de ses cycles synchronisés qui ne le sont pas chez les reptiles. Les testicules extérieurs chez les mammifères qui se situent à l'intérieur chez les reptiles. L'anus chez les mammifères qui permet d'évacuer les excréments, qui est un cloaque chez les reptiles qui permet d'évacuer les excréments mais aussi les urines. Le vagin chez les mammifères, qui est aussi le cloaque chez les reptiles. Les mamelles, les glandes qui permettent la production du lait, que n'ont pas les reptiles. Le système pileux qui est propre aux mammifères, les reptiles ayant, eux, un système écailleux. Le placenta et le cordon ombilical chez les mammifères, qui sont les œufs sans aucun cordon ombilical chez les reptiles. Les dents spécifiques aux mammifères, qui sont composées de canines, de molaires et d'incisives, que n'ont pas du tout les reptiles. Les glandes sudoripares qui permettent la transpiration chez les mammifères, que n'ont pas les reptiles puisqu'ils ont le sang-froid. L'ajout d'un ventricule cardiaque chez les mammifères puisqu'ils ont un cœur fait de 4 cavités, quand les reptiles n'en ont que 3. Et on pourrait continuer comme ça encore très longtemps. Les évolutionnistes n'expliquent pas tout cela, car il faudrait qu'ils affirment que des fonctions vitales auraient dû être atrophiées et donc infonctionnelles pendant des millions d'années. On imagine mal comment pourrait se passer de manière viable le passage d'un cœur à 3 cavités, indispensable à la survie du reptile, à un cœur à 4 cavités, indispensable à celle du mammifère. Un cœur avec 3 cavités et des artères qui commencent à s'allonger pour se déverser dans une cavité pas finie, ou un début de cavité à moitié alimenté en sang à cause d'artères et de veines pas encore assez longues, n'est ni viable pour l'un ni pour l'autre. Ils diront alors que ça s'est fait très vite et que rien n'a été atrophié ni infonctionnel. Dans ce cas, il faut réussir à imaginer que toutes ces nouvelles fonctions seraient apparues d'un coup, comme par magie. C'est ce qu'on appelle l'irréductible complexité. Tous les morceaux doivent être là depuis le commencement ou bien vous n'avez tout simplement pas les créatures. Si vous n'avez pas le point de couvaison pour les oiseaux, les œufs n'éclosent pas. Idem pour leur système rapide de ponte qui permet aux oiseaux de ne pas garder le poids de leurs œufs à l'intérieur d'eux, sans quoi ils ne pourraient pas voler car ils pèseraient trop lourd et mourraient. En réalité, la théorie de l'évolution ne se base que sur l'interprétation des scientifiques qui établissent des liens de parenté entre les espèces en se basant sur des ressemblances subjectives. Ils trouvent par exemple que l'Archéoptéryx ressemble à un dinosaure et à un oiseau. Ils en concluent par conséquent que les oiseaux descendent des dinosaures et que l'Archéoptéryx est une espèce intermédiaire de cette évolution. Mais encore une fois, ils se trompent dans leur classification. L'Archéoptéryx n'était pas un dinosaure, c'était un oiseau. Et cette race d'oiseaux s'est éteinte. C'est idiot de fonder toute l'évolution sur le seul fondement de la ressemblance, qu'elle soit physique ou génétique, car il existe beaucoup d'animaux qui ont des caractéristiques de plusieurs espèces et qui ne sont pas pour autant des espèces intermédiaires entre deux espèces, mais qui sont des animaux à part entière. En voici quelques exemples. L'ornithorynque n'est pas classé comme un oiseau car il rampe sur le ventre, ni de la famille des poissons car il vit sur terre. Il n'est pas classé comme reptile car il a un bec, comme les canards. Ce n'est pas non plus un animal terrestre car il peut vivre sous l'eau. Il n'est pas classé comme mammifère car il pond des œufs. Il n'est pas classé comme oiseau car il allaite ses petits. Les pangolins sont des mammifères recouverts d'écailles comme les reptiles. Les poules et les oiseaux ont des pattes de reptiles. Les chats sont des mammifères avec des yeux de reptiles. Les éponges sont des animaux possédant un système de reproduction d'animal vivipare, mais qui ont l'apparence d'un organisme végétal. Pourtant, elles n'ont pas évolué des mammifères. Les cerfs huppés possèdent de robustes canines qui rappellent celles des grands carnivores. Pourtant, ils n'ont pas évolué des félins. Les chauves-souris sont des mammifères qui ont des ailes mais qui ne sont pas des oiseaux. Ce sont d'ailleurs les seuls mammifères capables de voler. Pourtant, elles n'ont pas évolué des oiseaux. Les poissons volants sont des poissons qui ont la faculté de voler. Pourtant, ils n'ont pas évolué des oiseaux. Les poissons pacus possèdent des dents comme les êtres humains,
pourtant ils n'ont pas évolué des humains. Les perroquets, qui sont des oiseaux qui ont la faculté de parler comme les humains, pourtant ils n'ont pas évolué des humains. Les mammifères marins, comme les baleines ou les dauphins, sont bien des mammifères, mais ont toutes les apparences des poissons, pourtant ils n'ont pas évolué des poissons. Les filies ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des feuilles, pourtant elles n'ont pas évolué des feuilles. Les hippocampes, qu'on appelle d'ailleurs cheval des mers de par leur ressemblance frappante avec le cheval, n'ont pour autant absolument aucun lien avec lui. Les sphinx colibris ressemblent à des oiseaux et à des insectes, mais ils sont en réalité des papillons. Le capybara reste encore un animal inclassable. C'est le plus gros rongeur du monde qui broute de l'herbe comme les vaches, qui vit à moitié dans l'eau et peut aussi y dormir, et y rester en apnée pendant 5 minutes comme un hippopotame. Ses pattes sont des sabots avec des doigts, un peu comme un phacochère, et semi-palmés comme un canard. Et muni également d'ongles épais et arrondis qui rappellent ceux des tapirs, et qui aboie comme un chien. Les évolutionnistes ne lui trouvent d'ailleurs pas d'ancêtre dans leur théorie. Le Macrauchenia. C'est une espèce disparue qui possédait un corps de chameau, des pieds de rhinocéros et une trompe de tapir. L'anémone de mer est un animal qui possède dans ses tentacules la faculté végétale de la photosynthèse. Les pandarous ne sont pas classifiables. Les experts ne savent toujours pas s'ils appartiennent à la famille des ours, des renards, des ratons laveurs ou des pandas. Les dendrogramma sont aussi des animaux inclassifiables qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des champignons, mais sont bien des animaux qui n'ont pourtant pas évolué des champignons. On peut même aller plus loin dans les ressemblances frappantes qui n'ont absolument aucun lien de parenté. L'empreinte digitale humaine est le troncier d'un arbre. Les spermatozoïdes et les têtards, est-ce que leur ressemblance implique qu'on les apparente ? Les ressemblances entre les fruits et les organes humains, comme les noix et le cerveau, le tronçon d'une carotte et l'iris d'un œil. Est-ce que notre cerveau aurait évolué des noix ? Le système veineux du vivant et le sang qui y circule, et les fleuves et rivières et l'eau qui y circule. Les nébuleuses qui ressemblent à des choses comme la nébuleuse du cheval ou la nébuleuse de l'œil. La nébuleuse du cheval aurait-elle évolué du cheval ? Les ressemblances existent partout dans la création, mais elles ne sont pas un critère de parenté, elles sont simplement des déclinaisons de fonctions efficaces. Pour faire une analogie, on retrouve la forme de disques ronds dans diverses machines. La roue du vélo, le volant, les engrenages d'une horloge, la scie circulaire, une rosace de guitare, un DVD, une cymbale de batterie, le bouton de volume d'une chaîne hi-fi, les dessous de plat, les cerceaux, les disques de coton, les anneaux d'oreille, les miroirs ronds, etc. Ce n'est pas parce qu'on retrouve cette forme de disque un peu partout que ces disques viennent du même disque de base. On le retrouve dans tous ces objets simplement parce que c'est un système efficace dont l'homme se sert pour réaliser diverses créations qui n'ont pourtant rien à voir les unes avec les autres. Pour conclure, faisons une comparaison simple. Prenez un Boeing par exemple. C'est une évidence que quelqu'un ou qu'une équipe de production l'a fabriqué et conçu ainsi pour le vol et pour le transport de passagers. Mais imaginez un instant que quelqu'un vous dise qu'en réalité, ce Boeing que vous avez sous les yeux s'est conçu tout seul, par hasard, sans que personne n'intervienne dans sa conception et sans que personne ne sache comment ça s'est produit. Qu'à son commencement, il n'était qu'une molécule de fer qui se serait elle-même auto-créée à partir de rien, et qu'à force d'attendre, là, dans les bois, cette molécule se serait auto-dupliquée, puis que ces molécules auraient formé un boulon, puis des centaines, puis que des barres seraient apparues environ au même moment, et que comme par magie, les boulons étaient de la bonne taille pour faire tenir les barres ensemble, puis que des systèmes mécaniques se soient assemblés, et que, comme par enchantement, ils auraient été opérationnels, que le hasard aurait créé la roue, puis un moteur et le kérosène pour le faire fonctionner, l'électricité pour le faire démarrer, le tableau de bord, la boussole pour se diriger, tout cela sans aucune intervention intelligente, simplement parce que le hasard fait bien les choses. Mais ce n'est pas tout, il faut imaginer aussi l'apparition des sièges dans le but de transporter des passagers, des ailes dans le but de voler dans les airs, et tout le cockpit, tous les boutons de pilotage, les sorties de secours en cas d'accident, des gilets de sauvetage, des toilettes, des écrans pour les longs courriers, un sol pour marcher, des plateaux repas, des masques à oxygène en cas d'accident, des portes, etc. Mais tout cela sans qu'il n'y ait jamais eu de projet de fabrication.
Jamais de créateur qui aurait pensé à tout cela dans un but bien précis, mais seulement par hasard et sans aucune raison. Comment réagiriez-vous ? Je pense que vous seriez plié en deux de rire si quelqu'un essayait sincèrement de vous faire croire ça. Pourtant, c'est exactement ce que les évolutionnistes veulent vous faire gober avec les animaux qui sont infiniment plus complexes que les machines. Toute création vient d'un créateur. Une peinture, une chanson, une machine, un événement, un jardin, un château, une table, un dîner, un plat, ma vidéo. Rien ne s'auto-organise, rien ne s'auto-améliore. Tout ce qui est organisé, fonctionnel et viable est le fruit d'une conception et d'une intelligence. Pensez maintenant à tout ce qui nous entoure, à l'immense diversité des fruits, des fleurs, des plantes, des arbres à la croissance des graines, à la photosynthèse, à la perspective, à la symétrie, à la reproduction, à la coagulation, à la respiration et à l'oxygène, à la vue, à l'ouïe, aux saveurs et à l'odorat, à l'ADN, au système immunitaire, au pollen et à la pollinisation, à l'eau, aux phénomènes météorologiques, à la pesanteur, à la fossilisation, au jour et à la nuit, au plaisir, à la conscience, à la parole, à l'amour, à la faim, à la soif et à la nourriture et à l'eau qui répondent à ses besoins. Tous ces phénomènes sont d'une perfection inouïe, et sans cela, rien, absolument rien ne fonctionnerait sur Terre. Comment ces lois, ces phénomènes, ces mystères qu'on arrive à peine à comprendre et à expliquer encore aujourd'hui pourraient être apparus comme ça, sans l'intervention d'un créateur intelligent ? Même une crotte de chien a un créateur, alors comment penser que la photosynthèse n'en a pas ? Toutes ces choses sont infiniment plus complexes que nos créations humaines. Alors comment peut-on penser sérieusement qu'elles émanent fortuitement du chaos et du hasard quand nous voyons à quel point il est difficile à un homme de seulement créer une belle peinture ? Le hasard n'a pour conséquence que le chaos et le temps n'a pour conséquence que la détérioration. Si la vie est apparue, c'est que quelqu'un l'a voulu et créée.